Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia et vous écoutez La Voix des Plumes, le podcast littéraire qui donne la parole à des auteurs et des autrices de tous horizons. Ils et elles vous parlent de leur parcours, de leur travail et de leurs livres. Aujourd'hui, je rencontre Cindy Van Wilder, autrice touche-à-tout, très active sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être lu sa saga de fantasy Les Outrepasseurs ou son roman contemporain La Lune est à nous. Du fait de l'éloignement géographique et de certains problèmes techniques, nous avons dû réaliser cette interview à distance et vous comprendrez ainsi le caractère particulier de ce podcast. J'espère que cela ne vous empêchera pas de profiter de ce podcast dans lequel nous avons parlé de diversité, d'édition et de l'excitation de commencer un nouveau projet. Bonjour Cindy, merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview. Pour te présenter brièvement, donc tu es Cindy Van Wilder, tu es belge, tu es traductrice et autrice. Tu as plusieurs livres parus à ton actif, Les Outrepasseurs qui est une saga en 4 tomes, dont le premier tome est sorti en 2014. Ensuite il y a La Lune est à nous, qui est un roman contemporain, Mémorex, si je me souviens bien, c'est un thriller. Et enfin, Le Sanctuaire des Dieux, Terre de Brume, qui est paru chez Rajo justement récemment. Et là, c'est de la fantaisie. Alors, pour commencer, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite ? Merci donc de me recevoir aujourd'hui sur ton podcast. Je suis très très contente de pouvoir y participer. Oui, vaguement, on va dire, puisque bon, je vais peut-être répondre la réponse bateau que tout le monde peut dire à ce sujet, à savoir que j'ai toujours eu envie d'écrire. Mais bon, je pense que mes histoires les plus prématures, on va dire, en fait, doivent encore être dans un tiroir quelque part ou peut-être même que je les ai jetées, je m'en souviens vraiment plus. Mais c'est vrai que la première histoire dont j'ai un souvenir assez net, disons que c'était vraiment une histoire fantastique. Je pense même que ça devait être une romance, voilà, qui va étonner peut-être certains qui me connaissent bien. Mais voilà, c'était en tout cas la première histoire dont je me souviens et qui m'avait en tout cas suffisamment motivée pour que j'aille jusqu'au bout. Ensuite, je me demandais, qu'est-ce que tu lisais quand tu étais enfant ou quand tu étais ado de façon générale ? Alors, en fait, je me souviens que j'ai très très vite quitté en fait les rayons jeunesse de ma bibliothèque, tout simplement parce que je trouvais les livres trop rapides, enfin trop petits et bien sûr trop rapides à lire. Donc j'ai très très vite été en fait dans le coin adulte. Il faut bien se souvenir que bon, à mon époque, bien entendu, on n'avait pas vraiment en fait de pont, je vais dire de littérature passerelle, comme on peut l'appeler maintenant, entre d'un côté donc la littérature jeunesse qui était vraiment considérée pour les enfants, et puis donc la littérature qui était considérée donc générale, adulte, etc. Donc je me souviens d'ailleurs que c'était vraiment très très bien séparé dans la bibliothèque de mon coin. Et donc j'ai très vite été vers les romans adultes, au risque parfois donc de tomber sur des ouvrages qui ne m'étaient pas spécialement destinés à cet âge-là. Mais c'est comme ça en fait que j'ai fait plusieurs rencontres qui ont été assez déterminantes. Je me souviens que j'ai lu à ce moment-là donc pas mal de science-fiction, ce qui est assez étonnant parce que donc après, j'ai plutôt été vers les romans réalistes, contemporains, etc. J'ai seulement redécouvert la SSF, comme on l'appelle maintenant, avec donc Le Seigneur des Anneaux, qui a été une véritable claque pour moi. Et j'ai lu aussi pas mal de romans de KPDP, genre Alexandre Dumas, etc. Et c'est vrai qu'en étant ado après, c'est peut-être l'influence donc des lectures qui étaient imposées par l'école, ou peut-être que c'était mes goûts du moment. Mais c'est vrai que j'étais vachement plus dans la littérature réaliste que dans l'imaginaire. J'ai lu pas mal de Zola aussi, qui est un auteur qui m'a beaucoup influencé, qui continue à le faire d'ailleurs.
Je sais que peut-être, ça va être la bête noire de certains et certaines, ce que je peux tout à fait comprendre avec ces descriptions d'un kilomètre. Mais c'est vrai que pour moi, j'adorais le cynisme, l'humour noir. Voilà, c'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. Et aujourd'hui, maintenant que tu es autrice, qu'est-ce qui te donne envie d'écrire? Qu'est-ce qui te pousse à écrire? Qu'est-ce qui te motive? Oui, là aussi, je vais répondre un petit peu de manière bateau, mais je pense que, voilà, quelque part, c'est la réponse la plus honnête, la plus sincère que je puisse donner. Ça rejoint aussi pas mal une question qu'on me pose assez souvent, pour ne pas dire tout le temps, que lors des rencontres, etc., à savoir, qu'est-ce qui te donne l'inspiration? Et c'est là, en fait, que je dis souvent qu'il n'y a pas non plus de processus magique, il n'y a pas d'inspiration qui vous tombe du ciel, telle une bénédiction divine qui viendrait de je ne sais où. On a souvent tendance encore, en francophonie, à considérer que l'écrivain et l'écrivaine est un être à part, qui doit vivre dans un autre espace, sur une autre planète, etc. Alors qu'en fait, il faut bien se rendre compte à la réalité que les auteurs et les autrices d'aujourd'hui, du moins ceux et celles que je connaisse, sont des personnes comme n'importe qui, qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes soucis, peut-être pas les mêmes rêves, mais bref, voilà, et qui se nourrissent en fait de tout ce qu'il y a autour d'eux et autour d'elles. Personnellement, c'est comme ça que j'arrive en fait à avoir l'inspiration. C'est tous les thèmes qui me touchent, qui m'interpellent, qui me choquent aussi, et voilà, ma volonté d'écrire, quelque part, ça se traduit par l'obligation, le besoin, quelque part, l'impulsion de devoir témoigner, de devoir coucher sur papier ce qui se trotte dans ma tête, de pouvoir aller jusqu'au bout, quelque part, d'une histoire qui raconterait ce que moi je ressens, ce que j'éprouve, ce que j'ai besoin d'exprimer. C'est vraiment un besoin, c'est plus qu'un désir même, c'est vraiment une impulsion profonde qui me donne vraiment l'envie d'écrire. Le fait est que tu écris surtout du YA, donc du young adult, comme on dit. Pourquoi tu t'es tournée spécifiquement vers ce genre? Est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que c'était réfléchi à la base? Alors, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à écrire, je vais dire de manière sérieuse, petit saut dans le temps, en fait, j'ai vraiment réussi, si on peut dire, à écrire de manière sérieuse, vraiment dans un but de publication et de me dire que ce projet, j'allais y travailler et que ça en vaudrait la peine quelque part, entre gros guillemets. Je l'ai vraiment commencé à le faire en fait quand j'ai commencé donc l'aventure avec Cocyclique, qui est donc un collectif d'auteurs et d'autrices de l'imaginaire sur Internet, qui s'est créé il y a plus de 10 ans maintenant, ça va pas me rajeunir. Bref, et où en fait j'ai été impliquée dès le départ, totalement par hasard, parce que je connaissais la fondatrice sur un forum, et oui, c'était l'époque des forums sur Internet, ça parlera peut-être à certaines, et voilà, ça s'est déjoué un petit peu sur un coup de tête, et ça a été en fait une formidable aventure, ça l'est toujours, même si je suis beaucoup moins impliquée dedans. Mais c'est vrai que personnellement, aussi bien humainement que littérairement parlant, ça m'a énormément appris. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, ma carrière d'autrice ne serait absolument pas la même si je n'avais pas croisé le chemin de Cocyclique, et c'est toujours très vrai. Bref, parenthèse mise à part. Donc, quand j'ai donc envoyé en fait aux maisons d'édition ce qui était donc le premier tome des Outrepasseurs, qui pour moi était mon premier vrai roman dans le sens où non seulement je l'avais achevé, j'étais arrivée jusqu'au bout, mais en plus je l'avais confié à d'autres, j'avais retravaillé, je l'avais adapté, etc., etc. C'est quand même un boulot qui m'a pris plus de 2 ans, mine de rien. En fait, je n'avais absolument aucune idée que j'écrivais pour un public young adulte.
Oui, bien sûr, je mettais en scène des adolescents, mais je mettais aussi en scène des adultes dans mes romans. Et il faut bien se dire que donc en 2013, fin 2012, début 2013, on commençait seulement à parler un petit peu de young adult et à voir des romans qui étaient donc classifiés comme tels apparaître dans les rayons des librairies et des bibliothèques. Et donc forcément, c'était encore neuf quelque part. C'était un regard neuf aussi sur le monde de l'édition jeunesse. Donc moi, en fait, quand j'ai envoyé le premier tome des Outrepasseurs, c'était à des maisons SSF, ce que je lisais à ce moment-là, à des maisons spécialisées en imaginaire. Et le déclic est venu parce que une de mes amies m'a dit: pourquoi est-ce que tu ne tenterais pas d'envoyer donc chez Gulfstream, qui est donc un éditeur jeunesse basé à Nantes, puisqu'ils recherchent en fait à élargir leur catalogue et donc à s'ouvrir aussi à un lectorat plus âgé qui pourrait être touché donc par le public de ton roman. Alors, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai envoyé un petit peu sur un coup de tête. Et voilà, bingo, quelque part, l'aventure a commencé. Alors en fait, maintenant, si je vois un petit peu mon regard sur le young adult, je vais dire en fait que c'est un genre littéraire, si je puis dire, parce qu'il regroupe de nombreux sous-genres. C'est un genre littéraire en fait qui arrive toujours à me surprendre et aussi à susciter quelque part mon intérêt et mon admiration. Même quand en fait le roman n'est pas écrit comme tel, mais qui met en scène donc des adolescents et même des jeunes gens. Puisque le young adulte, en fait, soyons clairs, la frontière est de plus en plus poreuse avec un roman qui pourrait être dit roman adulte, roman de littérature générale. Soyons clairs. C'est quelque chose où je trouve que les auteurs et les autrices n'hésitent pas en fait à tout le temps innover, à tout le temps se remettre en question, aussi à poser des défis à leurs lecteurs et à leurs lectrices. Pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de ce point de vue-là. Je me sens absolument libre quelque part en écrivant du young adulte. Bon, j'ai déjà écrit pour de l'adulte, par exemple avec Mulberry Tree, donc c'est pas nécessairement ça qui m'empêche d'aller vers d'autres publics ou d'essayer de nouvelles choses. Mais c'est vrai que, voilà, quelque part, c'est quelque chose dans lequel je me sens bien et qui en même temps me pose suffisamment de défis pour que ça ne devienne pas une routine. Bon, c'est une question un petit peu bateau, mais où est-ce que tu puis... Bon, c'est une question un petit peu bateau et je pense qu'on te l'a souvent posée, mais où est-ce que tu puises ton inspiration ? Bon, quelque part, j'ai déjà y réfléchi, déjà y répondu, puisque j'ai parlé donc de l'inspiration qui pour moi est un peu partout, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, dans ce que j'écris, dans ce que je lis, dans ce qui me touche, etc., etc. Je vais en profiter aussi pour dire que voilà, quelque part, on n'est pas non plus des êtres à part, que l'inspiration, surtout en francophonie, c'est encore un cliché qui a la peau dure, à savoir que on devrait attendre l'inspiration qui nous déballe de toute l'intrigue, de A à Z et de Z à A, bien entendu, avec tous les personnages bien rangés selon leur caractérisation. Alors qu'en fait, le travail d'écriture, non. J'ai plutôt envie de dire c'est un affinage plus ou moins long, selon l'auteur ou l'autrice. Et je trouve que voilà, c'est vraiment très intéressant d'aller voir dans d'autres pays, dans d'autres cultures, comment est-ce que on envisage l'écriture et comment on vient à elle, comment est-ce qu'on la pratique. Dans ce sens-là, par exemple, en anglophonie, il y a bien sûr les cours de creative writing, donc d'écriture créative, que je trouve très intéressant parce que quelque part aussi, ça enlève un côté mystérico-sacré à l'écriture et ça vous dit, voilà, tu veux devenir écrivaine, il n'y a pas 36 000 solutions, tu te mets devant ton clavier et tu commences à taper. Bon, bien sûr, il y a des méthodes, effectivement, qu'on peut appliquer quelque part avant de se lancer dans un projet, parce que mine de rien, se lancer dans un roman, ça fait parfois figure d'ascension de l'Everest, ce que je peux absolument comprendre. Moi aussi, ça me faisait peur aussi. Ça me fait toujours aussi peur d'ailleurs, quelque part, même s'il y a une bonne dose d'excitation maintenant, quand je commence un projet.
Il y a des méthodes, effectivement, qu'on peut retrouver, que ce soit sur le net. Je pense par exemple à la méthode des flocons, ou encore des livres qu'on peut lire à ce niveau-là, comme celui de Stephen King, bien sûr, qui est un des plus connus, mais aussi celui d'Yves Lavandé, la dramaturgie du récit, si ma mémoire est bonne, et aussi par exemple celui de John Truby, qui est donc un scénariste à la base, mais qui peut absolument anatomie du scénario d'ailleurs, qui peut tout à fait s'appliquer à l'écriture. Bon, personnellement, j'ai essayé, ça m'a jamais réussi parce que je pense que voilà, mon esprit quelque part est beaucoup trop rebelle, on va dire, pour pouvoir suivre une méthode de A à Z. Mais je trouve que voilà, c'est nécessaire d'en parler parce que ça peut vraiment être de bonnes aides à l'écriture pour quelqu'un qui veut se lancer, mais qui voilà, à quelques appréhensions, ce que je peux tout à fait comprendre. Et je me demandais comment est-ce que tu travailles. Est-ce que tu as une méthode pour préparer l'écriture d'un roman ou est-ce qu'au contraire tu vas totalement en freestyle? Est-ce que tu peux nous parler de ça? J'ai déjà donné un indice dans ma réponse précédente, mais voilà, comment est-ce que je travaille? Comment est-ce que je prépare un roman? Alors, en fait, il faut savoir que on divise généralement les auteurs et les autrices en deux camps, à savoir ceux qui sont de parfaits architectes, qui vont maîtriser la construction d'un récit avant même d'écrire le premier mot. J'en ai d'ailleurs parmi mes connaissances qui peuvent même écrire à l'envers, à savoir commencer par la fin, commencer par les milieux, etc. Moi, personnellement, je me place plutôt dans l'autre camp, à savoir les jardiniers qui sèment des petites graines quelque part et qui attendent de voir ce qu'ils vont récolter. Alors, c'est vrai que j'aime bien partir en fait avec une situation de départ, à savoir que ce sont souvent les personnages qui me viennent en premier. Voilà, ils me viennent en premier, je les laisse se développer parce que il y a aussi ce côté de l'écriture dont on parle pas assez souvent, à savoir qu'il faut parfois se donner du temps pour laisser les idées grandir, mûrir aussi, et c'est aussi valable pour les personnages. C'est pas quelque chose qu'on aime en général dans notre société, se donner du temps pour faire les choses. Il faut toujours aller très vite parce que la vitesse est synonyme de performance, alors qu'en écriture, rien n'est moins vrai. C'est pas parce qu'on boucle un roman, on est un peu arrivé à boucler un roman en 2 mois que ce sera forcément mieux que si on l'avait bouclé en 1 an. C'est faux. Bon, après, je parle d'un point de vue purement créatif. Après, si vous êtes publié, si vous êtes édité, là, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui entrent en considération. Mais on va rester donc sur celui purement créatif. Donc, personnellement, j'aime bien aussi laisser mûrir mes personnages, laisser mûrir mes idées, les laisser aussi influencer par des thèmes qui me touchent, qui me choquent, qui peuvent m'interpeller, voir un petit peu comment se créent les relations, les liens. Et quand je me sens prête, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau de l'écriture, mais bon, quand je me sens prête, parce qu'il faut bien quand même commencer quelque part, et ben je commence donc avec une situation de départ, des thèmes que je veux explorer, quelques images qui vont certainement rythmer le récit au fur et à mesure. Et puis en fait, voilà, je me lance sans synopsis, sans plan, puisque je déteste les faire, et soyons clairs, même si je fais des plans, j'arrive toujours dès le départ à en dévier, donc j'ai fait un petit peu mon deuil de cette non-méthode. Et je me lance donc un petit peu au hasard, en me disant que au fil de l'écriture, mes personnages arriveront toujours à me surprendre. Et c'est ça en fait qui est pour moi un des plus grands plaisirs de l'écriture, c'est de se laisser surprendre par les personnages, par l'intrigue, de se laisser entraîner là où franchement on n'aurait jamais vu l'intrigue aller, mais qui quelque part c'est organique. Je veux dire dans ce sens que c'est logique comme dénouement. Voilà, ça vient de l'équilibre même du récit, de l'intrigue, de la trame que vous êtes en train de développer. Et je trouve que c'est toujours quelque chose, même si ça n'apparaîtra pas dans la version finale, c'est toujours quelque chose d'intéressant à prendre en compte, ce facteur de surprise
et d'inattendu au cours de l'écriture. Bon, après, je ne dis pas que ma méthode, si on peut appeler ça une méthode, bien entendu, est la meilleure, absolument pas. Elle entraîne aussi des désavantages, ça veut dire que quelque part, je me retrouve souvent, en fait, à devoir réécrire, devoir remodifier certains passages en profondeur, voire même à changer totalement l'intrigue. Mes éditeurs et mes éditrices savent de quoi je parle. Mais voilà, pour moi, c'est en tout cas la méthode qui me convient bien et qui pour moi me correspond mieux. Parce qu'il faut bien vous dire aussi, quand vous vous lancerez dans l'écriture, là je m'adresse à tous les futurs écrivains, écrivaines, tous ceux ou toutes celles qui sont dites en herbe, si on peut dire, il n'y a pas une méthode universelle pour écrire. Ça aussi, il faut bien se le rendre compte. En fait, il y aura autant de méthodes qu'il y a d'écrivains, d'écrivaines. Et si vous entrez pas, par exemple, dans le cadre qui correspond à votre voisin ou à votre voisine, ben c'est pas grave. Il faut aussi trouver, expérimenter, essayer. N'ayez pas peur de le faire et développer en fait ce qui vous convient le mieux. Vous aimez faire des plans, tant mieux. Vous n'aimez pas faire des plans, tant mieux aussi. C'est pas grave. Et pour je le dis, il n'y a pas une recette universelle, il y aura la méthode qui vous correspond le mieux. Qu'est-ce que tu préfères dans l'écriture d'un roman ? Bon, alors il y a plein de moments que j'aime bien dans l'écriture d'un roman, soyons clairs. Et il y a ce frisson d'excitation et en même temps un petit peu de... je vais pas dire de peur, mais d'appréhension, de se dire est-ce que je vais arriver à relever le défi que pose toute nouvelle histoire pour moi à celui ou celle qui l'a créée? Est-ce que je vais arriver à dire les choses comme moi je veux les dire, à rendre mes personnages aussi bien attachants ou du moins intéressants pour le lecteur, la lectrice, à rendre les thèmes comme moi je veux les traiter, comme moi je veux en parler. Donc il y a toujours ce petit frisson avant de se lancer dans le premier chapitre. Puis comme je le disais dans la question précédente, il y a bien sûr le plaisir en fait de se laisser surprendre par l'écriture. Il y a ce grand moment de soulagement quand on arrive au dernier chapitre en se disant voilà, on va y arriver, on va le boucler. En général, quand je suis tout près de la deadline, ça aussi. Les éditeurs et les éditrices verront de quoi je parle, les auteurs et les autrices aussi. Et oui, il y a toujours ce petit moment quand je clôture l'écriture d'une première version, de me dire, ben voilà, quelque part, il y a une partie de l'aventure qui est finie. Ça ne veut pas dire que mes personnages n'arriveront pas à me surprendre de nouveau quand je réécris ou lors des corrections, bien entendu. Mais quelque part, bon voilà, on a fait une première partie du voyage avec eux. Et c'est toujours, je le laisse toujours aller avec un petit pincement au cœur, parce que voilà, bon, toujours l'impression de les laisser sur le bord de la route. Mais voilà, quelque part, ils doivent continuer tout seuls aussi. Voilà, ça c'est un petit peu tous les moments que j'aime bien durant l'écriture. Bien sûr, ça, je parle de l'écriture pure et simple, si je puis dire, mais après, bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas là, puisque il y a le moment de la soumettre aux bêta-lecteurs, bêta-lectrices, qui sont donc les premiers lecteurs, premières lectrices sur le roman, qui me font le retour, que moi j'accepte ou que je peux ne pas accepter, parce que je suis pas forcément en accord avec leur vision. Mais en général, bon, ce sont des personnes avec qui je travaille depuis des années, donc elles me connaissent bien et je les connais bien aussi, donc je leur voue aussi une grande confiance. Il y a le moment du retour éditorial, quand l'éditeur, l'éditrice vous fait son retour. C'est toujours très intéressant comme étape parce que forcément, vous adressez à un ou une professionnelle de l'édition qui a forcément tout à fait un autre regard sur votre texte et qui en plus a aussi un regard, si je puis dire, puisqu'on ne va pas se leurrer, le livre n'est pas seulement un objet de création, même si on aime bien s'attacher à ce côté-là. Si vous publiez, vous savez que les livres, ils sont pas gratos et qu'il y a aussi une dimension commerciale dans l'affaire. Donc forcément, l'éditeur, l'éditrice doit en tenir compte. Et je trouve ça toujours très intéressant de travailler donc avec ce double regard. Et puis, bien sûr, il y a le moment des corrections, il y a le moment de la relecture, finale même.
voilà, on touche plus à rien parce que voilà, le livre, il va vivre sa vie auprès des lecteurs et des lectrices et il est en voie d'être imprimé. Donc c'est tous ces petits moments-là que j'aime bien durant l'élaboration d'un roman. J'ai l'habitude de dire qu'en fait le parcours d'un auteur ou d'une autrice, voilà, c'est un peu les montagnes russes au quotidien. Et je peux vous dire que c'est absolument ça. À un moment donné, vous êtes au sommet de la montagne russe, tout va bien, vous prenez prêt pour un moment titanique à se dire je suis le roi du monde. Et le lendemain, voilà, il y a la descente infernale et là, les choses ont changé. T'en as déjà parlé sur ton blog et un petit peu sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu as des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices? Bon, je sais que oui, hein, mais du coup, quel est ton rapport avec eux? Pourquoi tu fais appel à eux? Enfin, tout ça. Donc oui, j'ai des bêta-lecteurs, bêta-lectrices, en fait des personnes que j'ai rencontrées donc via surtout donc le forum Cocyclique, dont je parlais plus auparavant. Et voilà, on a eu la chance de développer forcément des liens, des affinités, etc. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très important, non seulement donc, pour le côté bêta-lecture, puisque, comme je l'ai dit auparavant, ce sont des personnes en qui j'ai toute confiance, qui me connaissent bien, qui savent aussi mes tics d'écriture, mes tocs, me dire, bon, arrête un peu de déconner à ce niveau-là, et voilà, tu vas te mettre au travail parce que là, bon, t'as pas fait ton maximum. Qui vont me dire au contraire, voilà, là c'est bien, tu touches à rien parce que sinon je t'étripe. C'est déjà arrivé. Mais c'est aussi en fait un véritable centre de soutien pour moi parce qu'il faut bien se dire aussi que l'écriture, c'est déjà une activité solitaire en soi et que l'auteur et l'autrice, surtout quand elle est publiée, honnêtement, il faut pouvoir s'entourer de personnes qui vont vivre les mêmes choses que vous, ou tout au moins qui sont susceptibles de comprendre de quoi est-ce qu'exactement vous parlez quand vous parlez écriture ou édition. Et c'est pas forcément facile de le faire comprendre à des personnes extérieures. Parce que, voilà, c'est peut-être pas spécialement un monde à part, mais en fait, le grand public n'est pas au courant de tous les rouages, de toutes les coulisses qu'il y a lors de la fabrication d'un bouquin. Et c'est tout à fait logique. Il ne voit qu'une certaine partie, une certaine facette, alors que vous, vous connaissez pas spécialement toutes les facettes, mais vous en connaissez davantage. Alors forcément, pouvoir expliquer ça à des personnes extérieures, ça peut engendrer pas mal de frustration et pas mal d'incompréhension. Et je trouve que, voilà, il faut pouvoir s'entourer de personnes qui ont la même passion que vous, qui ont peut-être les mêmes buts, je vais dire, ou les mêmes rêves. J'ai eu cette chance donc via Cocyclique et honnêtement, je remercie chaque jour quelque part parce que ce sont des personnes non seulement en qui j'ai toute confiance, mais qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours fait avancer, qui ont toujours été là pour moi quand ça allait et quand ça allait moins bien. Et je trouve que c'est absolument important quand on débute dans l'écriture. Donc, un des conseils les plus importants que j'ai à donner, c'est de pouvoir s'entourer. Et surtout que maintenant, il y a assez de ressources, que ce soit dans la vie réelle ou online, pour pouvoir connaître des auteurs ou des autrices, que vous soyez au même stade qu'elles ou pas, ça n'a pas spécialement beaucoup d'importance, mais en tout cas de pouvoir compter sur leur soutien et surtout sur leur expérience. Je sais que tu es assez engagée pour la représentation de la diversité en littérature. Comment est-ce que tu fais pour agir à ta manière ? C'est vrai que j'ai toujours eu un petit moment, pas de recul, mais disons de surprise quand on dit que je suis engagée. Parce que pour moi, donc, il y a plein d'autres personnes qui sont nettement plus engagées que moi, soyons clairs. Maintenant, c'est quelque chose que je ne rejette absolument pas, bien entendu, et qui me fait même extrêmement plaisir, quelque part. C'est quelque chose qui s'est affirmé, je veux dire, dans ma personnalité au fil des années, surtout en fait depuis que j'ai commencé qui a un petit peu coïncidé en fait avec le moment où j'ai été publiée pour la première fois. Et je pense d'ailleurs que c'est une évolution qui se reflète naturellement dans mes romans, puisqu'on met toujours du sien dans ce qu'on écrit.
Je ne connais pas d'auteur ou d'autrice qui vous diront le contraire. D'ailleurs, je ne vois même pas comment ce serait possible. Bref. Donc cette notion d'engagement, oui, je pense qu'elle est devenue de plus en plus forte, de plus en plus affirmée aussi. Et c'est la réponse, le reflet d'un développement personnel également. Et je trouve que c'est de nouveau hyper important en fait dans l'époque où nous vivons, et ce, à tous horizons. De pouvoir montrer la diversité de notre société, de pouvoir montrer la diversité de notre monde, de pouvoir aussi casser les clichés, les préjugés, et, les carcans, parce qu'on ne le voit pas tout de suite, mais nous vivons dans une société envahie de carcans. De pouvoir sortir justement des sentiers battus et aller voir un petit peu ce qui se fait de l'autre côté, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument primordial. Maintenant, bien sûr, avec la question de cet engagement de représenter la diversité, il ne suffit pas en fait de pouvoir de dire, voilà, désormais je vais m'engager et je vais représenter la diversité dans mes romans. Il faut aussi en fait respecter la personnalité et la parole des personnes concernées. Pour moi, c'est de nouveau aussi un point hyper important, hyper vital également, parce que quand vous n'êtes pas concerné, si vous parlez d'un sujet qui est justement, que ce soit, on va parler donc des littératures LGBTQIA+, ou d'autres thèmes comme par exemple la situation des personnes de couleur, il faut absolument qu'on puisse savoir de quoi on parle. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut aller se renseigner, que ce soit auprès des personnes concernées, respecter leurs paroles, les entendre, respecter aussi leur silence, parce que tout le monde n'a pas envie forcément d'être pris à témoin. Consulter, bien sûr, lire des documents, lire des livres, pouvoir capter les informations par tous les canaux disponibles. Parce qu'il ne suffit pas justement de se dire qu'on va représenter cette diversité, il faut la représenter de manière la plus correcte et la plus respectueuse possible. Et c'est un combat un challenge qui est pour moi hyper important et que je m'efforce, si on peut dire, de relever dans chacune de mes œuvres. En tout cas, j'espère arriver à le faire de manière à ce que peut-être les personnes concernées, justement, puissent se retrouver un petit peu de leur voix dans mes romans. Je me demandais comment s'est passée l'édition de ton premier roman. Alors, tu en as déjà un peu parlé, mais si tu pouvais développer tout ça. Donc, c'était du coup le tome 1 des Autres Passeurs. Donc, j'ai déjà expliqué un petit peu que j'avais envoyé un petit peu à Gulfstream totalement par hasard, puisque c'était sur l'incitation d'une amie autrice. Maintenant, ce qu'on ne dit pas assez, je trouve, du moins parce que voilà, c'est pas spécialement glamour, mais maintenant c'est une composante nécessaire, surtout quand on envoie son premier roman et qu'on attend les réponses des éditeurs, c'est que justement on va attendre. Et que c'est un monde qui n'a pas forcément le même espace-temps que le nôtre, à savoir que voilà, il faut attendre, il faut être patient, il faut attendre parfois des mois, même parfois des années, que ça accède au comité de lecture, que ça remonte jusqu'à l'éditeur, et Dieu sait que, voilà, dans les grandes boîtes, voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture à passer. Et je me doute que, voilà, c'est pas forcément une étape facile, en fait, à adopter, à s'approprier quand on est primo-auteur, primo-autrice, et qu'on envoie son roman. Et en fait, l'aventure ne s'arrête absolument pas là, puisque je l'ai déjà dit auparavant, c'est un travail qui se fait par étapes. Parce que voilà, dans un best-seller, dans un film qui vous montrerait la vie glamour de l'écrivain et l'écrivaine, vous passeriez tout de suite du oui éditorial au fait que le roman se vend comme des petits pains dans les librairies et qui devient best-seller.
Bon, désolée un petit peu de vous décevoir si c'est le cas, mais malheureusement, ça reflète très très peu la réalité concrète du travail de l'écrivain. Puisqu'il ne suffit pas de décrocher l'ouïe éditorial, après il va falloir bosser, bosser et rebosser. C'est ce que j'avais mis en fait dans un article de mon blog, c'était la vie de l'auteur ou de l'autrice en attente d'être publié. Et c'est vrai que c'est vraiment un apprentissage qu'on on n'a pas forcément conscience, on n'a pas conscience du tout même, quand on se lance dans l'aventure et qu'on décroche son premier oui éditorial, on n'a pas forcément conscience de ce qui vient après. Du travail qu'il faut livrer, des relations professionnelles et personnelles bien entendu, je vois jusqu'à un certain point qu'on tisse dans cet environnement, de toutes les nouvelles composantes et surtout maintenant à l'heure des réseaux sociaux qu'il faut quelque part maîtriser quand on devient auteur et autrice. Je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais enfin, j'espère en tout cas que ces informations pourront être utiles à certains ou certaines d'entre vous. Je sais parce que t'en as beaucoup parlé sur ton blog, t'avais même fait une FAQ, mais t'as fait le choix d'être représentée par une agente. Et je me demandais qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment ça se passe quand on est représenté par un agent ou par une agente dans le monde de l'édition. Alors oui, effectivement, je suis représentée maintenant depuis presque 3 ans donc par une agente littéraire qui s'appelle donc Roxane Edouard, qui est francophone mais qui bosse dans une agence basée à Londres. En fait, comment nous nous sommes rencontrés, donc ça a été aussi par un hasard, un complet concours de circonstances, puisque à un moment donné, justement toujours sur Cocyclic, une des membres s'est vue en fait proposer l'aide de Roxane Edouard par une de ses amies éditrices. Et j'ai été tout de suite interpellée en fait par le profil de Roxane qui était donc chargée, qui l'est toujours d'ailleurs, de vendre les romans à l'étranger, à savoir de négocier quelque chose qui ne nous est absolument pas connu, du moins dans ma partie, en tant qu'autrice jeunesse francophone, à savoir vendre les romans à l'étranger, négocier des traductions, négocier des royalties avec des éditeurs dans une autre langue. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a toujours aussi beaucoup interpellée. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les livres francophones devraient tout le temps, quelque part, se contenter de leurs seules éditions francophones, alors que d'autres, bien sûr anglophones en tête de liste, se voient proposer des deals dans 5, 10, 15, 20 pays, même pour les plus célèbres d'entre eux. Donc j'ai envoyé un mail à Roxane concernant donc les outrepasseurs, avec bien sûr l'accord de mon éditrice à ce moment-là. Et nous nous sommes mises à parler. Elle avait donc ce désir de représenter des auteurs et des autrices francophones, parce qu'elle trouvait justement que il n'y avait pas assez de représentation professionnelle de la part justement sur le paysage francophone. Il faut savoir que l'agent littéraire, en fait, il intervient comme un intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur. Et quelque part, c'est un poste d'une importance essentielle. Surtout d'ailleurs quand on est primo-auteur et primo-autrice, qu'on se retrouve face à un contrat d'édition. Soyons clairs, je pense que la plupart n'en ont strictement jamais vu. Qu'on se retrouve face à un jargon dont on n'a pas l'habitude. Et que soudain, on se dit « Ok, qu'est-ce que ça représente ?» Et c'est là bien sûr que l'expérience d'autres auteurs et d'autres autrices peut être primordiale. Comme je l'ai dit, le livre c'est un objet commercial. Et c'est vrai qu'on peut se sentir fameusement démuni quand on se retrouve face à un contrat, qu'on n'a aucune idée de quoi parle par exemple provision sur retour ou avaloir ou reddition des droits, et qu'on n'a que l'éditeur ou l'éditrice en face de soi pour être guidé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là,
la partie d'un agent est absolument primordiale. Bien sûr, il n'y a pas que ça, puisque l'agent ne se contente pas de négocier des contrats pour vous et négocier des avantages, enfin, du moins des contrats plus avantageux quelque part, puisque soyons clairs que c'est une personne qui est payée quand vous seulement vous êtes payé. Hein. C'est aussi une personne qui va se charger quelque part de l'avenir complet du bouquin. Bien sûr, ça dépend de ses compétences et de l'accord qu'il passe avec l'éditeur, mais de développer, donc, comme je le disais, des droits qu'on n'a pas forcément l'habitude que les livres francophones, en fait, aient accès. Les droits de traduction, les droits en audiobouquin, les droits aussi d'adaptation télévisuelle, cinéma, etc., etc. Et c'est là vraiment qu'on peut avoir accès aussi à un carnet de contacts que nous, en tant qu'auteurs et autrices, on n'a pas forcément accès. Voilà, c'est quelque part, c'est un allié. Je ne vais pas dire que c'est un chevalier blanc, mais j'y pense très très fort, quelque part. C'est un allié et que je trouve qu'il c'est aussi un guide tout au long d'une carrière littéraire. Et Dieu sait que ça peut venir vraiment, vraiment à point dans votre parcours d'écrivain ou d'écrivaine. Donc voilà, je sais que les agents littéraires, c'est encore quelque part, on les pense encore en fait réservés à une élite littéraire. Alors c'est pas totalement faux. Seulement, c'est vrai que ce métier commence à se développer, du moins en francophonie, puisque c'était encore jusqu'ici vraiment l'exception. Puisqu'en francophonie, on s'appuie toujours vraiment sur un rapport direct entre l'auteur, l'autrice, l'éditeur et l'éditrice. C'est en train de changer, tout doucement, mais ça l'est. Et c'est vrai que quelque part, c'est pas plus mal de voir comment on peut intégrer donc cet intermédiaire qu'est l'agent dans une relation personnelle et professionnelle, surtout en même temps. Donc voilà, si vous voulez aussi vous renseigner donc sur cet aspect, moi je vous invite en fait à aller voir mon blog puisque j'ai développé plusieurs articles à ce sujet. Vous tapez donc agent littéraire et je pense que vous tomberez tout de suite dessus. Et aujourd'hui, est-ce que tu es autrice à plein temps ou est-ce que tu as un autre job à côté parce qu'on sait que écrire des bouquins ça rapporte pas assez pour vivre? Non. Donc en fait, je suis publiée, soyons clairs, mon premier bouquin est sorti en 2014. Maintenant, j'en suis à mon 7e, avec donc le premier tome de Terre de Brume qui est sorti donc mi-septembre. Et honnêtement, je peux pas me le permettre financièrement. Voilà, ça c'est aussi la réalité du métier d'auteur et d'autrice, c'est que on peut pas. Du moins, ce sont des contraintes financières dont on n'est pas forcément conscient quand on débute dans le métier. Et je dis pas non plus que ce serait un rêve pour moi, parce que pour le moment, c'est vrai que donc moi je suis traductrice, je vais dire technique, pas du tout littéraire. Voilà, c'est aussi un métier qui touche aux mots, mais d'une manière tout à fait différente. Personnellement, pour le moment, c'est vrai que j'ai trouvé un certain équilibre entre ma vie professionnelle traductrice, ma vie professionnelle écrivain, puisque pour moi, j'ai 2 métiers. Il faut aussi jongler, bien sûr, avec les contraintes privées, etc. Et puis, bien sûr, il y a le côté sous, payer les factures à la fin du mois. Et voilà, avec seulement ce que me rapporte l'écriture, soyons clairs, je n'y arriverai pas. Donc pour le moment, voilà, ça reste en état de projet peut-être un jour, ou du moins peut-être de m'y consacrer plus largement. Pour le moment, en tout cas, à temps plein, c'est pas possible. Selon toi, c'est quoi être autrice aujourd'hui et qu'est-ce que ça implique ? C'est vrai que peut-être il y a maintenant d'autres facteurs qui entrent en jeu et que peut-être on ne connaissait pas, ou du moins pas de la même manière, il y a peut-être 5 ou 10 ans. Enfin, du moins c'est ce que je vois de ma petite expérience. Maintenant, c'est vrai que je manque peut-être de recul sur certains aspects du métier donc d'auteur et d'autrice. D'abord, pour moi, il y a le fait que
Il y a aussi les réseaux sociaux qui entrent pas mal en jeu. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus apparaître chez les amis qui se font éditer, surtout en première fois. C'est qu'on leur demande, quand est-ce que tu vas créer ta page Facebook si c'est pas encore fait? De quelle manière tu envisages de communiquer avec tes lecteurs, tes lectrices? Il y a toute une stratégie en fait qui s'est mise en place et qu'il faut tenir compte quelque part. Bon, je dis pas que tous les éditeurs et toutes les éditrices vous demandent de le faire, qui vous mettent la pression. Enfin voilà, on n'a pas non plus de couteau sous la gorge. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je déconseillerais peut-être à toutes les personnes justement qui se sentent quelque part d'instinct, je vais dire pas à l'aise sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous sentez vraiment que c'est un effort pour vous, ça demande énormément de temps et d'énergie, déjà en temps normal. Mais si en plus vous n'avez pas le cœur à le faire, quelque part, ça va se voir, ça va se sentir. Et je pense pas non plus qu'on puisse vraiment être à son aise, mentalement et physiquement, pour le faire si on n'a pas d'attirance, quelque part, pour ce type de communication. Il y a aussi le fait, je pense, de pouvoir être plus conscient aussi des éléments matériels qu'engendre la situation de l'auteur et l'autrice. Je vais pas revenir donc sur les mouvements qui ont vu le jour l'année passée et cette année, notamment avec le hashtag Paye ton auteur. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a eu une exposition, un verrou qui a sauté, et c'est pas plus mal quelque part qu'on puisse justement parler de celui ou celle qui est à l'origine du boulot et qui paradoxalement est peut-être l'une des moins bien payées dans la chaîne du livre. Et c'est vrai que ce travail, je trouve, est nécessaire, est important, et que de pouvoir justement parler avec les lecteurs, les lectrices, un public qui n'est pas forcément au courant des coulisses du monde de l'édition, du monde du livre. Voilà, c'était important, c'était vital, et je trouve que c'est un travail qui doit continuer à être fait aussi. Voilà, pour moi en tout cas, c'est vraiment les deux aspects que je trouve qui marquent maintenant les auteurs et les autrices actuellement. Quelle relation tu entretiens avec tes lecteurs et tes lectrices ? Bon, je vais pas forcément faire un scoop. Je me doute que vous êtes nombreux ou nombreuses, en tout cas, à savoir que je suis active, en tout cas, sur les réseaux sociaux, du moins sur certains, et que c'est vrai que j'aime bien titiller la curiosité, j'aime bien pouvoir susciter l'intérêt, pouvoir aussi vous emmener avec moi, en fait, justement, dans ces coulisses dont je parle et que le public n'a pas forcément conscience. Voilà, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui est venu de manière quelque part organique, qui est venu logiquement. J'ai commencé à être vraiment sur les réseaux sociaux, du moins pour mon activité, je vais dire, d'autrice en 2013. Oui, ça ne rajeunit pas non plus. Voilà. Et c'est vrai que j'ai commencé quelque part à apprivoiser ces modes de communication, à pouvoir aussi être consciente de ces codes, de la nette étiquette, parce que voilà, on ne dit pas, pour moi, on ne peut pas dire ce qu'on veut et comme on le veut sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme en réalité, mais je pense que c'est un aspect qui échappe peut-être à certains ou certaines. Voilà, c'est facile quelque part de se croire, comment on va dire, anonyme derrière son écran, et ça peut engendrer de vrais désastres, soyons clairs. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait vraiment quelque part des cours vraiment de communication pour apprendre justement à communiquer sur ces réseaux sociaux. Voilà, idée lancée en l'air, mais je pense que ça pourrait vraiment être utile à tout le monde. Sinon, voilà, le contact avec les lecteurs et les lectrices en général, ce sont des vrais moments de bonheur. C'est les moments en fait où on se sent énergisé, on se sent motivé, on se sent stimulé en fait, parce que on sait qu'on va voir en face de soi des personnes qui sont intriguées, qui sont intéressées, qui sont curieuses d'en apprendre plus, ou tout simplement des personnes qui viennent nous remercier et qui viennent souvent en fait avec des témoignages hyper personnels et hyper touchants. Moi, chaque fois que ça m'arrive, en fait, je me sens absolument honorée
Parce que c'est vrai que c'est une marque de confiance, oui, vraiment un cadeau qu'on ne peut pas estimer, et un cadeau qui nous est donné comme ça, librement, quand on s'y attend peut-être le moins. Et je sais que moi, ça me touche toujours énormément. Donc voilà, je le dis souvent, je remercie toujours les lecteurs et les lectrices d'être là, pour certains et certaines qui me suivent depuis les débuts. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est toujours une immense joie, un immense bonheur, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. On arrive aux questions que je pose un petit peu à tout le monde, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'arrive pas à terminer son premier roman ou qui n'arrive pas à passer l'écriture du prologue? On a tous écrit plein de prologues qu'on n'a jamais fini. Voilà, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui aurait besoin d'un conseil? Comme je l'ai dit auparavant, donc pour moi, il faut un petit peu désacraliser l'écriture dans le sens où on a encore trop souvent tendance à penser que voilà, ça va nous tomber du ciel, ça va nous tomber tout cuit dans le bec et qu'il suffit d'attendre. Et que si ça marche pas du premier coup, c'est qu'on n'a pas assez attendu. Newsflash people, c'est faux. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire que le métier d'écrivain, c'est 1% peut-être de talent, d'inspiration, de je ne sais quoi. Et c'est 99% de travail derrière. Voilà, donc... il y a des méthodes, comme je l'ai expliqué auparavant aussi, pour justement peut-être apprivoiser l'écriture, apprivoiser peut-être développer sa méthode. Comme je le disais auparavant, il y a autant de méthodes d'écriture qu'il y a d'écrivains, d'écrivaines. Donc c'est pas forcément parce que vous n'entrez pas, par exemple, vous n'aimez pas faire des plans ou vous aimez faire des plans à l'excès que ça va pas vous porter préjudice, absolument pas. Des conseils que moi je pourrais donner, outre le fait de s'entourer de personnes qui partagent la même passion que vous, c'est bien entendu de lire. De lire pas mal et surtout de lire de tout. De ne pas hésiter de sortir de sa zone de confort, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles plumes et justement quelque part de pouvoir décortiquer ce qui fait quelque part le succès d'un roman, le succès d'une patte d'écrivain comme on l'appelle. Voir un petit peu comment se construit l'intrigue, comment se construit la caractérisation des personnages, qu'est-ce que ça peut engendrer par exemple d'avoir plusieurs points de vue ou un seul, comment est-ce qu'on peut jouer par exemple avec la perception du lecteur ou de la lectrice. Ce sont des sujets justement que j'ai eu l'occasion par exemple d'explorer plus en avant quand j'ai fait un atelier d'écriture récemment. Et c'est quelque chose en fait qui m'a passionnée. J'espère que je suis arrivée en fait à le rendre auprès des personnes qui ont participé à cet atelier. Mais je trouve que c'était super intéressant de pouvoir se dire voilà, c'est pas quelque chose qui est un mythe ou qui est qui est gravé dans la pierre. C'est quelque chose qu'on peut justement analyser, qu'on peut structurer, qu'on peut déstructurer, qu'on peut voir comment ça marche, tel peut-être un mécanisme d'horloge, qu'on enlèverait rouage par rouage, et qu'on peut après examiner, étaler et voir, bon, voilà, si on met ça avec ça, qu'est-ce que ça fait et comment est-ce qu'on peut le percevoir et comment est-ce que ça peut changer l'intrigue. Personnellement, ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc, outre le fait de lire, voilà, c'est aussi d'écrire, aussi de se lancer. Et que vous écriviez des poèmes, des nouvelles, que vous vouliez vous lancer dans un roman, que vous écriviez aussi des fanfics. Ça va peut-être étonner certains, mais je comprends absolument le fait de se baser sur un univers déjà réel, déjà donc utilisé, exploré par d'autres que vous, et puis de pouvoir ajouter sa propre touche, son propre grain de folie, son propre point de vue sur les personnages. Je trouve que c'est justement un exercice hyper intéressant. Et je suis toujours très admirative en fait de voir ceux et celles qui se lancent là-dedans et qui arrivent en fait souvent même à me rendre plus proche de leur univers que de l'univers officiel, canon. Les aficionados comprendront ce que je veux dire. Bref, de me rendre leur version de l'histoire plus attachante que la version officielle. Ça arrive.
Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle, les gens. Il faut développer votre propre méthode. Et ça ne se fait que d'une manière, c'est en écrivant et en écrivant. Et quelle relation tu as avec tes éditeurs ou des éditrices ? Alors, je vais dire donc ce sont des relations professionnelles avant tout. Puisque, soyons clairs, l'éditeur, il n'est pas là pour être votre meilleur pote, il n'est pas là pour être une épaule sur laquelle vous allez vous épancher dès que ça ne va pas. Je vais dire qu'il ou elle a justement aussi d'autres trucs à gérer. Même si vous êtes un de ces auteurs, il peut bien sûr vous écouter à l'occasion, mais je vais dire, voilà, c'est quelqu'un qui est là pour apporter donc un regard aussi bien littéraire que commercial, marketing sur votre roman, qui peut vraiment vous booster dans le fait de donner le meilleur de vous-même, quitte à vous pousser dans vos retranchements. Mais voilà, en général, vous n'allez pas vous faire un ami pour la vie ou pour un confident. C'est pas comme ça que ça marche de manière automatique. Donc voilà, c'est aussi en fait des personnes qui m'ont énormément appris. Et tous azimuts, qui m'ont aidé en fait à développer mon écriture. Et je trouve que voilà, l'apport d'un éditeur ou d'une éditrice sur un texte, personnellement, je le trouve toujours absolument intéressant. Et c'est vrai que personnellement, ça m'a beaucoup aidé et ça continue à le faire. Et je les remercie en tout cas justement pour le temps, l'énergie, le soutien qui m'ont apporté par ce biais. Pour terminer, dernière question, est-ce que tu as une lecture à nous conseiller, un truc que tu lis en ce moment ou un livre préféré, j'en sais rien, voilà. Alors j'adore en fait ce type de questions parce que ça me pousse toujours à bavarder et rebavarder. Vous avez pu le constater, je suis une grande bavarde. Donc forcément me parler de lecture que j'ai aimé, que je conseillerais. Alors là je suis partie pour la gloire, comme on dit ici en Belgique. Bon, j'ai quand même limité. Et je vais parler justement de mes dernières lectures, puisque je viens de finir en fait un roman donc en anglais qui s'appelle donc Gather Your Daughters. En français, je pense qu'il a été traduit par Nous ne vieillirons pas ensemble. Voilà, c'est justement donc je parlais justement sur la question du young adult, des frontières poreuses entre le young adult et les romans peut-être plus destinés à un public plus âgé. C'est l'exemple même de ce roman qui pour moi en fait pourrait très bien être classé en tant que young adult. Je pense qu'il n'a pas été classé en tant que young adult, il a vraiment été classé en tant que roman adulte tout court. Mais voilà, il exploite en fait c'est un roman choral qui exploite plusieurs points de vue entièrement féminins. C'est un roman très féministe, très porté sur la condition des femmes, qui en même temps est décrit un petit peu comme une sorte de thriller dystopique, mais je vais pas trop vous en dire, mais je peux vous dire en tout cas que c'est vraiment l'une des meilleures lectures que j'ai faites cette année et même depuis quelques années. C'est un roman qui m'a prise aux tripes. Il fait quand même plus de 400 pages et je l'ai dévoré en 3 jours. Donc, ma foi, si ça, c'est pas un argument de vente, je ne sais pas ce que c'est. Et sinon, j'aime aussi pas mal, pour l'instant, la non-fiction. Je suis justement en train de lire, donc, Sorcière, le dernier essai de Mona Chollet, qui est donc journaliste, elle aussi engagée donc sur la condition des femmes. Ça s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et c'est vraiment, vraiment super intéressant. Je trouve que justement mêler la figure de la sorcière qui commence justement à être de plus en plus redécouverte quelque part dans les médias et dans la culture populaire de maintenant, mêler cette figure bien souvent diabolisée, méprisée, qui fait peur, etc., qui suscite le mépris, etc., et la mêler maintenant aux conditions de la femme telles qu'on les subit toujours en 2018, c'était vraiment très intéressant et je suis vraiment en train de le savourer.
Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie, aussi bien pour ces lectures que pour l'interview dans un cadre plus général. Et je remercie encore Cordélia de m'avoir invitée. Merci à Cindy Malvilder pour s'être livrée au jeu de l'interview. Vous pouvez retrouver son travail en librairie pour commencer, et je vous mets bien sûr les liens de ses réseaux sociaux et de son blog pour que vous puissiez suivre son actualité. La Voix des Plumes, c'est un podcast disponible sur SoundCloud, sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify et vos diverses applications de podcast. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles, des pouces vers le haut et abonnez-vous à La Voix des Plumes.